La NASA est-elle sur le point de construire un moteur à vitesse lumière? Pourrions-nous bientôt quitter notre système solaire et voyager vers des étoiles lointaines? Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette technologie semble relever de la science-fiction, mais elle est en cours de développement. Bienvenue à tous. Bon, les amis, abonnez-vous à la chaîne à la vitesse de la lumière, cela ne coûte rien, mais m'aide énormément, merci beaucoup. Et maintenant, passons directement à la vidéo. Avec la technologie spatiale actuelle, nous pouvons atteindre la Lune en environ 3 jours. Mars, en revanche, est une toute autre affaire avec la technologie actuelle. Même avec les vaisseaux spatiaux les plus rapides, le voyage dure environ 6 à 9 mois. Ces vitesses sont impressionnantes, mais elles montrent également à quel point nos possibilités sont limitées par rapport aux distances gigantesques dans l'univers. C'est précisément pour cette raison que les scientifiques travaillent sur des concepts de propulsion futuristes afin de propulser les voyages spatiaux dans des dimensions totalement nouvelles. Un ingénieur de la NASA a récemment présenté un concept fascinant pour un tout nouveau type de propulsion. Le Helical Drive pourrait un jour nous transporter vers les étoiles à des vitesses relativistes. Écrivez-moi dans les commentaires l'endroit de l'univers où vous aimeriez le plus voyager si vous le pouviez. Je suis très impatient de connaître vos destinations. Notre Terre est déjà à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. C'est déjà une distance inimaginable pour notre cerveau, mais ce n'est qu'un saut de puce comparé aux 4,5 milliards de kilomètres qui séparent le Soleil de Neptune. Notre étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri, est à 4,24 années-lumière. Même à la vitesse de la lumière, il nous faudrait plus de 4 ans pour l'atteindre. Notre galaxie voisine, Andromède, est à 2,5 millions d'années-lumière. Je pense que vous comprenez le problème. Avec notre technologie actuelle, il nous faudrait des milliers d'années pour atteindre les étoiles les plus proches. Et les distances dans l'espace ne sont pas seulement un problème pour les vols spatiaux habités, mais aussi pour les missions non habitées. La durée de vie limitée des sondes spatiales et la difficulté à fournir l'énergie nécessaire pour ces voyages interminables constituent des obstacles techniques immenses. La recherche de nouvelles méthodes de propulsion avancées déterminera donc si nous deviendrons une espèce interstellaire ou si nous resterons confinés à la Terre. L'idée de l'ingénieur de la NASA David Burns tombe donc à point nommé. Il a développé un concept de propulsion qu'il appelle Helical Drive. Il s'agit essentiellement de la façon dont la masse des objets change lorsqu'ils se déplacent à des vitesses extrêmement élevées, en particulier à des vitesses proches de celles de la lumière. Cela permettrait de créer un moyen de transport qui ne nécessite pas de carburant et qui peut néanmoins atteindre une accélération immense. Prenons par exemple un photon, c'est-à-dire une particule de lumière. Il se déplace à la vitesse de la lumière et n'a donc pas de masse. De plus, lorsqu'il se déplace à la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoule pas. Mais il n'est bien sûr pas possible de transposer ces propriétés à un vaisseau spatial. David Burns a donc dû faire preuve de créativité. Imaginez une boîte posée sur une surface lisse. À l'intérieur de cette boîte se trouve une tige sur laquelle un anneau peut glisser. Si un ressort à l'intérieur de la boîte donne une impulsion à l'anneau, celui-ci glissera dans une direction, tandis que la boîte rebondira dans la direction opposée. Il s'agit en principe de physique élémentaire, du principe d'action et de réaction tel qu'il est décrit dans la troisième loi du mouvement de Newton. Nous avons donc maintenant une boîte qui oscille d'avant en arrière. L'innovation de l'entraînement hélicoïdal réside dans le fait que la masse de l'anneau serait différente selon la direction dans laquelle il se déplace. Si l'anneau avait une masse plus importante dans une direction que dans l'autre, il donnerait à la boîte une impulsion plus importante dans cette direction. Cela signifierait que l'action dépasse la réaction et que la caisse est effectivement propulsée vers l'avant. Mais n'est-ce pas contraire aux lois de la physique? Pas selon Einstein, qui s'y connaissait un peu en la matière. Selon la théorie de la relativité restreinte, les objets gagnent en masse lorsqu'ils approchent la vitesse de la lumière. Cet effet est bien connu, par exemple, dans les accélérateurs de particules. Ces effets relativistes doivent toujours être pris en compte dans les calculs. Dans le concept de David Burns, on utiliserait ces particules chargées, appelées ions, dans une boucle hélicoïdale, d'où le nom de propulsion hélicoïdale. Le propulseur accélère les ions dans la boucle à une vitesse relativiste modérée, puis varie leur vitesse afin d'apporter de légères modifications à leur masse. Le mouvement des ions dans le sens de la propulsion du moteur génère une poussée, et le point décisif est que le moteur hélicoïdal ne comporte aucune pièce mobile à l'exception des ions, qui sont piégés dans une boucle sous vide et entourés de champs électriques et magnétiques. Mais certains problèmes physiques subsistent néanmoins dans ce concept. Nous avons tous appris à l'école que le principe de conservation de la quantité de mouvement est un principe fondamental de la physique. Ce principe stipule que la quantité totale de mouvement dans un système fermé reste constante, sauf si des forces extérieures agissent sur lui.
Dans le cas du moteur hélicoïdal de Burns, on fait valoir que la modification de la masse des ions dans la boucle entraîne une pression asymétrique qui propulse le moteur. Cela pourrait être considéré comme une violation du principe de conservation de la quantité de mouvement, car aucune force extérieure ne vient expliquer ce mouvement. Et il y a encore un autre problème. Einstein aurait peut-être eu quelque chose à redire à ce concept. Selon la théorie de la relativité restreinte, les objets gagnent en masse lorsqu'ils approchent des vitesses élevées. Si les ions dans la boucle du moteur hélicoïdal sont accélérés pour augmenter leur masse, ils devraient également continuer à circuler à vitesse constante dans la boucle afin de maintenir cette pression asymétrique décrite. Cela contredit toutefois la théorie de la relativité restreinte qui stipule également que la vitesse des ions diminuerait si leur masse augmentait. Cela signifie que cette pression asymétrique serait compensée et que le propulseur ne générerait alors aucun mouvement vers l'avant. Et même si nous sommes très optimistes et mettons de côté les défis mentionnés ci-dessus, un autre problème subsiste, à savoir les énormes quantités d'énergie nécessaires pour alimenter le propulseur hélicoïdal. Selon David Burns lui-même, le propulseur aurait besoin de 165 MW d'énergie pour générer une poussée d'un newton seulement. Cela correspond à peu près à la force nécessaire pour accélérer 1 kg de masse par seconde dans l'espace. Nous aurions donc besoin d'une quantité d'énergie que nous ne pouvons actuellement produire avec aucune technologie. Je pense néanmoins qu'il est bon de développer de tels concepts. Tout n'est pas irréaliste et c'est la seule façon d'avancer. Qui sait quels aspects de la propulsion hélicoïdale finiront par devenir réalité, mais la NASA a encore un autre atout dans sa manche. Grâce à un tout nouveau concept de fusion nucléaire, le rêve du vol interstellaire pourrait devenir réalité. Le réacteur à confinement en réseau a le potentiel de révolutionner les voyages spatiaux. Il semble que ce soit précisément l'agence spatiale NASA qui pourrait nous apporter la percée décisive dans le domaine de la fusion nucléaire. Avant de nous intéresser à ce procédé révolutionnaire de la NASA, voyons d'abord quelles sont les méthodes de fusion nucléaire actuellement utilisées. La fusion nucléaire semble à première vue utopique. Elle offre tous les avantages de la fission nucléaire, à savoir aucune émission de gaz à effet de serre, une taille compacte et une puissance nette très élevée, sans en présenter les inconvénients. Il n'y a pas de risque de fusion nucléaire ni de déchets hautement radioactifs. Dans la fusion nucléaire, deux petits noyaux atomiques fusionnent sous l'effet de forces élevées pour former des atomes plus gros, libérant ainsi d'incroyables quantités d'énergie. Ce processus se produit de manière tout à fait naturelle dans l'univers au sein des étoiles. Chaque seconde, notre Soleil fusionne près de 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. Si nous pouvions reproduire ce processus ici sur Terre, nous aurions résolu notre problème énergétique. Mais en principe, les atomes ne veulent pas fusionner entre eux, ils se repoussent en raison de leur charge. Selon le critère de Lawson, nous devons soit augmenter considérablement la pression, soit chauffer le matériau de fusion à environ 100 millions de degrés Celsius. Il existe de nombreuses approches à cet effet. Les réacteurs à confinement magnétique et les réacteurs à cible magnétique utilisent des aimants supraconducteurs massifs pour comprimer le plasma d'hydrogène avec suffisamment de force. Il existe également l'approche de la fusion nucléaire par laser, dans laquelle une capsule contenant de l'hydrogène est chauffée à des températures extrêmement élevées. Cependant, ces concepts nécessitent d'énormes quantités d'énergie pour refroidir les équipements et maintenir la fusion. Le décalage entre l'énergie considérable qu'il faut investir dans le processus de fusion et l'énergie relativement faible obtenue jusqu'à présent est le grand problème que la recherche sur la fusion nucléaire doit encore résoudre. Comment la NASA entre-t-elle en jeu ? À la recherche d'un nouveau moyen d'alimenter leur sonde spatiale en énergie, les scientifiques de la NASA ont trouvé un moyen de construire un réacteur à fusion beaucoup plus simple, beaucoup plus compact et potentiellement beaucoup plus efficace que tous ceux dont nous disposons aujourd'hui. L'ingénieuse invention des ingénieurs de la NASA porte le nom de réacteur à confinement en treillis. Le confinement en treillis est un moyen beaucoup plus élégant et moins gourmand en énergie de rendre les atomes d'hydrogène suffisamment denses pour qu'ils puissent fusionner. Pour comprendre cela, nous devons logiquement nous rendre au niveau atomique. Une grille métallique est utilisée pour le confinement en réseau. Au niveau moléculaire, tous les métaux ont une structure cristalline. Cela signifie que les atomes sont disposés selon un motif uniforme et répétitif appelé réseau. L'hydrogène peut être comprimé dans certains réseaux métalliques et occuper les espaces entre les atomes métalliques. Cela fonctionne particulièrement bien avec l'élément métallique erbium, car les liaisons métalliques y compriment l'hydrogène de manière très étroite.
Lorsque l'on comprime de l'hydrogène dans un tel réseau d'erbium, on parle d'erbium deutéré. Les atomes d'hydrogène sont alors comprimés de manière très étroite dans cet erbium deutéré. Cela suffit presque pour que les atomes d'hydrogène fusionnent, mais malheureusement pas tout à fait. Mais la NASA a pu ajouter en externe cette petite quantité manquante pour la fusion. Les ingénieurs de la NASA ont simplement dû envoyer quelques rayons gamma sur l'erbium deutéré. Certains de ces rayons gamma frappent directement un atome d'hydrogène et provoquent sa dissociation, c'est-à-dire sa transformation en un neutron rapide et un proton. Le neutron rapide entre en collision avec un autre atome d'hydrogène et est projeté à grande vitesse. Ce nouvel atome d'hydrogène à grande vitesse entre alors en collision avec un autre avec suffisamment de force pour déclencher la fusion. Réfléchissez à ce que cela signifie. Sans laser géant ni aimant supraconducteur, la NASA a pu construire un réacteur à fusion nucléaire à partir d'un simple morceau de métal et d'un rayon gamma. Contrairement aux autres réacteurs à fusion nucléaire, celui de la NASA est incroyablement simple et peu coûteux à construire, et bien sûr beaucoup plus rapide à mettre à l'échelle. On pourrait alors se poser la question suivante: pourquoi n'ai-je pas encore de réacteur à confinement par réseau dans mon garage? Bonne question. La NASA y travaille. Les premières expériences prouvant que cela fonctionne ont été menées en 2020. La NASA doit maintenant trouver comment augmenter le nombre de fusions dans la grille d'erbium et comment extraire l'énergie de manière efficace. Malheureusement, il faut constater que le réacteur à confinement par grille souffre du même problème que les autres méthodes de fusion nucléaire. Au final, il ne produit pas assez d'énergie. Mais je considère néanmoins le réacteur à confinement par grille comme l'une des méthodes les plus prometteuses, car il est relativement simple à construire et surpasse déjà les autres méthodes, rien que pour cette raison. Et s'il fonctionnait, cela révolutionnerait complètement les voyages spatiaux. Tout à coup, tous les engins spatiaux pourraient être équipés d'une source d'énergie petite et légère, capable de fournir une puissance élevée pendant des mois, voire des années. Une telle technologie serait d'une grande aide pour les personnes qui tentent de faire de Mars leur nouvelle patrie. Et cette technologie révolutionnerait bien sûr aussi la vie sur Terre. Si cette percée dans la production d'énergie aboutissait, le monde pourrait passer à la fusion nucléaire à une vitesse incroyable. Les autres méthodes nécessiteraient d'abord la construction d'installations de fusion coûteuses, ce qui prendrait probablement plusieurs décennies. Le saint graal du voyage interstellaire serait bien sûr le moteur à distorsion, et les physiciens ont désormais réalisé une avancée théorique qui montre que cette technologie ne restera peut-être pas à jamais du domaine de la science-fiction. Mais qu'est-ce qu'un moteur à distorsion? Le terme vient du domaine de la science-fiction et a été inventé pour offrir une possibilité réaliste de parcourir de grandes distances interstellaires dans des délais raisonnables. Dans l'univers de Star Trek, le moteur à distorsion permet aux vaisseaux spatiaux de parcourir d'énormes distances en créant une bulle de distorsion qui déforme l'espace-temps autour du vaisseau. Le concept fondamental derrière le moteur à distorsion n'est pas une fantaisie, mais repose solidement sur la science, car il est basé sur la théorie générale de la relativité d'Einstein qui décrit comment la masse et l'énergie courbent l'espace-temps. Au lieu de se déplacer dans l'espace, un vaisseau spatial pourrait théoriquement se déplacer dans l'espace qui l'entoure avec suffisamment d'énergie. Dès 1994, le concept a été examiné sous toutes les coutures par le physicien mexicain Miguel Alcubierre. Alcubierre a proposé une solution mathématique à l'équation du champ d'Einstein qui permettrait à un vaisseau spatial de voyager apparemment plus vite que la lumière sans enfreindre les lois locales de la physique. Cette solution, connue sous le nom de métrique d'Alcubierre, décrit un espace-temps qui se contracte devant le vaisseau spatial et s'étend derrière lui, créant ainsi une sorte de vague sur laquelle le vaisseau navigue. Bien sûr, la propulsion par distorsion n'est pas aussi simple que cela, sinon nous voyagerions déjà joyeusement vers des étoiles lointaines. L'un des principaux obstacles est la demande en énergie. Le modèle initial d'Alcubierre nécessite une forme d'énergie exotique, connue sous le nom d'énergie négative ou de matière exotique, qui a une énergie de masse au repos inférieure à 0. Une telle matière n'a pas encore été prouvée et reste l'une des plus grandes inconnues de la physique théorique. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Même si l'énergie négative était disponible, les conditions physiques à l'intérieur et à l'extérieur de la bulle devraient être contrôlées de manière à ce que le vaisseau spatial et ses occupants ne soient pas détruits par des forces de marée extrêmes. Cela nécessite une compréhension et un contrôle précis de la manipulation de l'espace-temps, ce que nous n'avons manifestement pas encore. Mais sans une telle technologie, même un voyage vers Proxima Centauri resterait probablement un rêve. Même à la vitesse de la lumière, il faudrait 4 ans. Seule une bulle de distorsion pourrait donc aider. Jared Fuchs, scientifique à l'Institut de recherche Applied Physics, a fait une découverte remarquable et déclare « Cette étude change la donne dans le débat sur les moteurs à distorsion. En présentant un nouveau modèle, nous avons démontré que les moteurs à distorsion ne sont pas nécessairement de la science-fiction. »
Son équipe a réussi à surmonter l'un des principaux obstacles, l'énergie négative. Au lieu de miser sur l'énergie négative, difficile à appréhender, ils ont développé une méthode basée sur l'énergie positive conventionnelle. En d'autres termes, ce nouveau concept nous ramène dans le domaine de la physique reconnue. Selon l'équipe, le nouveau concept utilise un mélange sophistiqué de techniques gravitationnelles, traditionnelles et novatrices pour créer une bulle de distorsion capable de transporter des objets à grande vitesse dans les limites de la physique connue. Ils appellent leur idée Constant Velocity Subliminal Warp Drive, propulsion à vitesse constante et subliminale, et comme décrit dans l'article, la technique correspond à des solutions théoriques antérieures, y compris celle d'Alcubierre. Le concept repose sur 3 points essentiels, une vitesse constante, une enveloppe de matière stable et un vecteur de décalage. Que signifie vitesse constante dans ce contexte? La solution qu'il propose permet à un vaisseau spatial de voyager à une vitesse subluminique constante. Subluminique signifie que le vaisseau spatial reste juste en dessous de la vitesse de la lumière. Au lieu d'utiliser de l'énergie négative, l'étude propose d'utiliser une enveloppe stable composée de matière ordinaire. Cette enveloppe crée les conditions nécessaires pour déformer l'espace-temps autour du vaisseau spatial. Et le dernier élément important de la solution est l'utilisation d'un vecteur de décalage. Ce vecteur aide à contrôler le mouvement du vaisseau spatial en décalant l'espace-temps dans une direction. Cela ressemble au fonctionnement de la métrique d'Alcubierre. Le propulseur devrait fonctionner sans énergie négative, car le concept utilise une enveloppe de matière stable avec une masse AdM positive, qui signifie masse d'Anovid Desa-Misner. Il s'agit d'un concept issu de la théorie générale de la relativité qui décrit la masse totale d'un système isolé. Elle s'est calculée en mesurant la courbure de l'espace-temps loin de toutes les masses. La masse AdM indique la somme de toutes les parties d'énergie et de matière dans le système et reste constante tant qu'aucune matière ou énergie n'est ajoutée ou retirée. En d'autres termes, l'équipe de Fuchs a réussi pour la première fois à développer un système de distorsion fonctionnel avec une masse AdM positive, ce qui permet de créer une enveloppe dans une région stable de l'espace-temps qui offre les conditions nécessaires à la création d'une bulle de distorsion. Cependant, Christopher Elmerich, également impliqué dans la recherche, déclare « Une telle conception nécessiterait encore une quantité considérable d'énergie, mais elle montre que les effets de distorsion peuvent être obtenus sans forme exotique de matière. Ces résultats ouvrent la voie à une future réduction des besoins énergétiques du moteur à distorsion. » Cela nous a donc rapproché d'un moteur à distorsion réaliste, mais celui-ci reste incroyablement gourmand en énergie. Mais si vous voulez connaître mon opinion personnelle, c'est exactement ainsi que l'on rend l'impossible possible. On réalise de petites percées. On se rapproche de plus en plus de la faisabilité jusqu'à ce que cela fonctionne enfin. C'est ainsi que toutes les grandes révolutions technologiques de l'histoire de l'humanité ont été provoquées. Et c'est exactement ainsi que cela se passera, à mon avis, avec le moteur à distorsion. C'est pourquoi cette étude est une percée extrêmement importante sur notre chemin vers les étoiles. J'espère que vous êtes maintenant aussi enthousiaste que moi à propos de l'avenir de l'astronautique. Je vous tiendrai au courant de tous les développements à venir sur cette chaîne, alors abonnez-vous et likez la vidéo pour l'algorithme si vous l'avez appréciée. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.